Dietrich Bonhoeffer a écrit l'une des observations les plus prophétiques de l'histoire moderne. La perte de la honte est le premier signe qu'une civilisation est en train de mourir. Il observait comment une nation entière avait perdu la capacité d'avoir honte de ses actes les plus barbares. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, nous n'avons pas besoin de camps de concentration pour voir cette même mort de la honte se produire sous nos yeux. Elle est sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télé-réalité, en politique, dans les rues. Toute une génération qui a transformé l'absence de limite en vertu et l'absence de pudeur en liberté. Ce que Bonhoeffer considérait comme un symptôme d'effondrement civilisationnel, notre société le célèbre comme un progrès. Il y a quelque chose de profondément troublant lorsqu'une mère publie des photos intimes sur les réseaux sociaux pour autonomiser d'autres femmes, alors que ces jeunes enfants peuvent être ridiculisés à l'école par des camarades qui ont vu le contenu. Ce n'est pas un exemple isolé. C'est le portrait d'une transformation culturelle qui a complètement inversé nos valeurs fondamentales. La honte qui, pendant des millénaires, a servi de mécanisme naturel d'autorégulation sociale, a été systématiquement diabolisée et rejetée. Ce qui était autrefois considéré comme un comportement privé est maintenant affiché publiquement comme authenticité. Ce qui autrefois générait un embarras naturel est maintenant célébré comme le courage d'être soi-même. Dietrich Bonhoeffer a observé que la honte est fondamentalement une reconnaissance des limites. Lorsque nous perdons la capacité d'avoir honte, nous perdons également la capacité de reconnaître où nos droits se terminent et où commencent les droits des autres. La culture de l'autopromotion a transformé chaque individu en une marque personnelle, où l'exposition constante n'est pas seulement acceptée, mais nécessaire à la survie sociale et économique. Pensez à l'influenceur qui filme sa propre réaction en découvrant que sa grand-mère est décédée, transformant le deuil en contenu, ou aux politiciens qui utilisent la tragédie familiale pour gagner des votes. Dans tous ces cas, nous voyons la même logique, la monétisation de l'expérience humaine sans aucune gêne quant aux limites éthiques impliquées. Cette mort de la honte a été soigneusement cultivée par une culture qui confond liberté avec absence de limites, qui transforme le narcissisme en estime de soi, qui convertit l'exhibitionnisme en autonomisation. Le résultat est une société où la pudeur est vue comme une répression, où la modestie est interprétée comme un manque de confiance en soi. Mais voici le paradoxe que Bonhoeffer avait déjà identifié. Une société sans honte ne devient pas plus libre. Elle devient plus cruelle, plus superficielle, plus destructrice. L'honneur a été remplacé par la célébrité. La discrétion a été échangée contre la visibilité. La dignité a été sacrifiée pour la pertinence. Comment en sommes-nous arrivés au point où l'exposition de sa propre dégradation est vue comme un acte de courage? Si Dieu n'existe pas, tout est permis. La célèbre phrase de Dostoïevski n'a jamais été aussi actuelle. Il suffit d'observer une génération qui a grandi en croyant que la responsabilité est une forme d'oppression et que les conséquences sont des injustices à éviter. Voyez le jeune adulte qui vit chez ses parents à 30 ans, mais dépense des milliers en voyage pour publier sur Instagram. Observez la femme qui abandonne ses enfants pour se retrouver, mais exige que la société célèbre son parcours de découverte de soi. Analysez l'homme qui trompe sa femme à plusieurs reprises, mais se considère comme une victime lorsqu'elle demande le divorce parce que elle ne l'accepte pas tel qu'il est. Dans tous ces cas, nous voyons le même schéma. La complète dissociation entre les choix et les conséquences, entre les droits et les devoirs, entre la liberté et la responsabilité. Bonhoeffer appelait cela la grâce bon marché, l'idée que nous pouvons avoir tous les avantages d'une vie morale sans en assumer aucun des coûts. Cette mentalité a été soigneusement cultivée pendant des décennies d'éducation qui ont mis l'accent sur l'estime de soi au détriment du caractère, qui ont privilégié les sentiments aux faits, qui ont remplacé la discipline par une validation constante. Le résultat est une génération qui croit que ses émotions sont plus importantes que la réalité objective, que ses désirs sont plus pertinents que ses obligations. Observez comment cela se manifeste dans les relations amoureuses. L'engagement, qui était autrefois considéré comme le fondement de toute relation sérieuse, est maintenant considéré comme toxique par de nombreux jeunes. L'idée que nous devons quelque chose à quelqu'un qui nous aime, que nous avons des obligations envers ceux qui ont confiance en nous, tout cela a été rejeté comme une culture du contrôle. Au travail, nous voyons des employés qui croient
que devoir respecter des horaires est une violation de leurs droits humains, que recevoir un feedback négatif est une forme d'abus. La méritocratie a été remplacée par la victimisation, où l'échec a toujours un coupable externe. Mais peut-être que l'exemple le plus choquant se trouve dans la parentalité. Une génération de parents qui externalisent l'éducation de leurs enfants vers des tablettes et des écoles, mais qui se plaignent ensuite lorsque les enfants présentent des problèmes de comportement, qui veulent tous les avantages sociaux d'avoir des enfants, le statut, la validation, les photos mignonnes, mais sans aucune des responsabilités réelles. Bonhoeffer a observé qu'une société où tout est permis ne produit pas plus de bonheur. Elle produit plus d'anxiété, plus de vide existentiel. Parce que lorsque nous n'avons pas de limites claires, nous perdons le sentiment de but qui vient de surmonter des défis réels et de remplir des devoirs importants. Nous en arrivons donc au point où toute une génération croit que devoir rendre des comptes est de l'oppression, où prendre des engagements est une limitation, où remplir des devoirs est démodé. La différence entre une personne vertueuse et un influenceur numérique est simple. La personne vertueuse pratique le bien même quand personne ne regarde. L'influenceur ne pratique le bien que quand il est sûr que tout le monde regarde. Et notre société non seulement confond ces deux choses, elle préfère activement la seconde. Regardez n'importe quelle action sociale sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voyez comment la charité s'est transformée en performance, comment la générosité est devenue contenu, comment la compassion est devenue stratégie de marketing personnel. L'acte d'aider son prochain, qui pendant des siècles était considéré comme plus noble lorsqu'il était fait en silence, n'a maintenant de valeur que s'il est documenté, édité et posté avec les hashtags appropriés. Dietrich Bonhoeffer a écrit sur le danger de transformer la foi en spectacle, mais il ne pouvait pas imaginer une ère où littéralement tout, de la prière au deuil, de l'amour à la parentalité, serait transformé en divertissement public, où la validation d'étrangers deviendrait plus importante que l'approbation de sa propre conscience. Pensez à la différence entre la façon dont quelqu'un se comporte à la maison, avec sa famille, sans caméra, et la façon dont cette même personne se comporte lorsqu'elle crée du contenu. La différence est si flagrante que beaucoup de gens ne savent plus qui ils sont vraiment lorsque les caméras s'éteignent. Ce n'est pas seulement de la vanité superficielle, c'est une réorganisation complète de ce que signifie être humain. Lorsque notre estime de soi dépend de l'approbation constante d'étrangers, lorsque notre sentiment de valeur est lié à des métriques numériques, nous perdons la capacité de développement intérieur authentique. La vertu classique consistait à façonner le caractère par la pratique constante de bonnes habitudes, même lorsque c'était difficile et que cela n'apportait pas de reconnaissance immédiate. Il s'agissait de développer une force intérieure, une discipline personnelle, une intégrité morale, qui restait constante, quelles que soient les circonstances extérieures. L'exhibitionnisme numérique a complètement inversé cette logique. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas qui vous êtes, mais comment vous semblez être. Ce n'est pas ce que vous faites quand personne ne regarde, mais comment vous documentez ce que vous faites quand tout le monde regarde. Observez comment cela affecte même les actes authentiquement bons. Le bénévole qui travaille silencieusement depuis des décennies dans un refuge reçoit 0 reconnaissance, tandis que l'influenceur qui visite le même refuge une fois pour créer du contenu reçoit des milliers d'éloges. Cette dynamique ne se contente pas de déformer nos valeurs. Elle punit activement la vertu authentique et récompense la performance vide. Elle crée un système où être bon réellement est moins avantageux que de paraître bon sur Internet. Bonhoeffer a averti que lorsque l'image devient plus importante que la substance, la société perd sa capacité de discerner entre le vrai et le faux, entre l'authentique et le fabriqué. « Je suis comme ça, ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à s'éloigner ». Cette phrase répétée dans des millions de profils sur les réseaux sociaux résume parfaitement comment notre société a transformé le refus de s'améliorer en une forme d'autonomisation. Ce qui était autrefois considéré comme un défaut de caractère est maintenant célébré comme l'authenticité. Observez l'inversion complète des valeurs. La personne qui admet ses erreurs et travaille à les corriger est perçue comme manquant d'assurance. Pendant ce temps, celui qui refuse de changer un aspect problématique de sa personnalité est célébré comme authentique et courageux. L'humilité est devenue faiblesse. L'arrogance est devenue force. Dietrich Bonhoeffer a affronté un régime qui a transformé la haine en patriotisme, la cruauté en force, le mensonge en stratégie.
Il a compris comment des sociétés entières peuvent inverser les valeurs morales fondamentales. Notre situation est plus subtile, mais suit le même schéma. Nous transformons les vices en vertus par le simple fait de les renommer. Voyez comment cela fonctionne dans la pratique. La personne qui trahit à plusieurs reprises ses partenaires n'est plus considérée comme quelqu'un ayant des problèmes d'engagement et d'intégrité. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas limiter par les conventions sociales. Le père qui abandonne ses enfants n'est pas irresponsable. Il priorise son bien-être mental. Cette logique perverse permet aux gens de conserver tous leurs défauts tout en se sentant moralement supérieurs. Plus que cela, elle transforme le refus même de s'améliorer en une forme d'activisme social. Je ne vais pas changer pour plaire à qui que ce soit devient un manifeste de libération, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un aveu de paresse morale. Le problème n'est pas que les gens aient des défauts, cela a toujours fait partie de la condition humaine. Le problème est que nous avons créé une culture qui décourage activement le dépassement de ces défauts, qui transforme la complaisance en apitoiement sur soi, qui convertit la stagnation en acceptation de soi. Pensez à l'impact de cela sur les relations. Quand quelqu'un signale un comportement problématique de son partenaire, la réponse standard n'est plus « tu as raison, je vais travailler là-dessus ». C'est « tu dois m'accepter comme je suis ». Quand un ami offre un feedback constructif, la réaction n'est pas la gratitude pour l'honnêteté, c'est l'offense pour le manque de soutien. Nous avons créé une génération qui confond croissance personnelle avec trahison de sa propre identité, qui croit que changer un aspect de sa personnalité est une forme de fausseté, qui pense que travailler sur ses propres défauts est une capitulation face à la pression sociale. Mais voici l'ironie cruelle. Ce refus de grandir vendu comme authenticité produit en réalité des personnes moins authentiques, et non plus, parce que notre nature humaine la plus authentique inclut la capacité d'apprendre, de s'améliorer, d'évoluer. Bonhoeffer a observé que le mal se présente rarement comme le mal. Il vient presque toujours déguisé en bien, en justice, en libération. Notre époque en est un exemple parfait. Nous vendons la médiocrité comme authenticité, la paresse morale comme apitoiement sur soi. La véritable authenticité n'est pas de refuser de changer. C'est avoir le courage de devenir la meilleure version de soi-même, même quand c'est difficile. Il existe un moment dans toute civilisation où la dégradation morale individuelle se transforme en effondrement systémique. Ce moment n'arrive pas avec des fanfares ou des déclarations officielles. Il s'infiltre silencieusement à travers des millions de petites concessions, de compromis apparemment insignifiants, de limites qui sont discrètement ignorées jusqu'à ce qu'elles cessent simplement d'exister. Nous vivons ce moment maintenant, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Observez notre réaction collective face à des scandales qui, il y a 20 ans, auraient détruit des carrières de manière permanente. Aujourd'hui, la stratégie standard est simple. Attendez quelques semaines, publiez des excuses génériques sur les réseaux sociaux et reprenez vos activités comme si de rien n'était. Et ça marche. Parce que nous avons développé en tant que société une mémoire morale extrêmement courte et une tolérance extrêmement élevée pour des comportements qui devraient nous choquer. Dietrich Bonhoeffer a été témoin de la façon dont une nation entière a progressivement perdu la capacité de s'indigner face aux atrocités. Il a vu comment ce qui était impensable un lundi devenait discutable le mardi et acceptable le mercredi. Notre situation est moins dramatique, mais suit le même schéma. La normalisation progressive de ce qui devrait être inacceptable. Pensez à la façon dont nous réagissons aujourd'hui aux politiciens qui mentent effrontément. Il y a 50 ans, cela aurait mis fin à une carrière politique. Aujourd'hui, c'est considéré comme faisant partie du jeu. Voyez comment nous répondons aux célébrités qui abusent de leur position de pouvoir. Autrefois, cela se traduirait par un ostracisme social permanent. Aujourd'hui, cela se traduit par quelques mois de cancel culture suivi d'un comeback triomphal. Mais le plus perturbant, ce ne sont pas les cas individuels. C'est la façon dont notre capacité collective d'indignation morale a été systématiquement érodée. C'est la façon dont nous avons développé une tolérance presque infinie pour l'inacceptable, à condition qu'il soit présenté avec les bonnes excuses, les justifications appropriées, le repentir performatif nécessaire. Cette tolérance n'est pas apparue par hasard. Elle a été soigneusement cultivée pendant des décennies de relativisme moral qui a enseigné que juger le comportement des autres est toujours mauvais
qu'établir des normes éthiques est toujours de l'oppression, que maintenir des limites morales est toujours un préjugé. Le résultat est une société où pratiquement tout comportement peut être justifié, où toute transgression peut être rationalisée, où toute limite peut être négociée, où la seule chose qui n'est pas tolérée est l'intolérance elle-même, c'est-à-dire le refus d'accepter l'inacceptable. Voyez comment cela se manifeste dans les institutions. Des entreprises qui, il y a 10 ans, n'auraient jamais embauché quelqu'un ayant des antécédents de comportements problématiques, le font aujourd'hui de manière routinière, à condition que la personne ait suivi le rituel approprié de croissance personnelle. Des universités qui expulseraient des étudiants pour des transgressions morales offrent maintenant des secondes chances infinies. Cette érosion des normes ne nous a pas rendus plus compatissants, elle nous a rendus plus cyniques, elle ne nous a pas rendus plus tolérants, elle nous a rendus plus apathiques. Elle n'a pas créé une société plus indulgente. Elle a créé une société qui a perdu la capacité de distinguer entre ce qui doit être pardonné et ce qui doit être empêché de se répéter. Bonhoeffer a averti qu'une société qui perd la capacité d'avoir honte collectivement de certaines choses perd aussi la capacité d'être véritablement fière d'autres choses. Quand tout est acceptable, rien n'est spécial. L'effondrement ne vient pas avec des bombes ou des invasions. Il vient avec la lente dissolution de la capacité collective de dire « ce n'est pas juste » et de faire réellement quelque chose à ce sujet. La question qui hantait Dietrich Bonhoeffer dans sa cellule n'était pas de savoir si l'Allemagne pouvait être reconstruite après la guerre. C'était de savoir s'il y aurait encore des Allemands avec une conscience morale suffisante pour que cette reconstruction en vaille la peine. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une question similaire. Existe-t-il encore des personnes disposées à récupérer les normes morales de base qui rendent une civilisation possible? La réponse ne réside pas dans les grands mouvements politiques ou les réformes institutionnelles. Elle réside dans la décision individuelle de chacun d'arrêter de participer à la culture de l'absence de honte, de refuser de normaliser la normale, d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'intolérable. Cela signifie avant tout de retrouver la capacité d'avoir honte de ses propres excès. Pas la honte toxique qui paralyse et détruit, mais la honte saine qui nous maintient dans des limites humaines de base. La honte qui nous empêche d'exposer notre intimité à des étrangers, qui nous fait réfléchir à 2 fois avant d'utiliser la douleur d'autrui comme divertissement. Cela signifie aussi de retrouver le courage d'établir des normes pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre communauté. Les normes ne sont pas de l'oppression. Elles sont la différence entre la civilisation et la barbarie, entre une société qui protège ce qu'il y a de plus vulnérable et une société qui exploite cette vulnérabilité pour le divertissement. Pensez à ce que cela signifierait dans la pratique. Des parents qui éduquent réellement leurs enfants au lieu d'être leurs amis, qui établissent des limites claires et les maintiennent, même lorsque cela génère des conflits, qui enseignent par l'exemple que certaines choses ne se font tout simplement pas, quel que soit le nombre de personnes qui les font. Cela signifierait des chefs d'entreprise qui refusent d'embaucher des personnes ayant des antécédents constants de comportements problématiques, aussi talentueuses soient-elles, qui comprennent que la compétence technique sans intégrité morale est une bombe à retardement qui attend d'exploser. Cela signifierait des éducateurs qui recommencent à enseigner que toutes les opinions ne sont pas également valables, que tous les comportements ne sont pas également acceptables, qui retrouvent le courage de dire « c'est mal », sans avoir besoin de 10 paragraphes d'avertissement. Mais peut-être le plus important, cela signifierait des individus qui retrouvent la capacité de s'évaluer selon des normes plus élevées que « au moins, je ne suis pas aussi mauvais qu'un tel », qui arrêtent d'utiliser les pires exemples de la société comme justification de leur propre médiocrité morale. Bonhoeffer croyait que certaines personnes gardent toujours la flamme de la conscience allumée, même dans les périodes les plus sombres. Que même lorsque la majorité de la société devient folle, il y a toujours ceux qui préservent la santé morale nécessaire à la reconstruction éventuelle. La question est, allez-vous être l'une de ces personnes? Aurez-vous le courage de maintenir des normes lorsque cela vous rend impopulaire? Refuserez-vous de participer à la course vers le fond moral que notre culture célèbre comme une libération? Parce que l'avenir de toute société ne dépend pas de ses institutions. Il dépend du nombre de personnes individuelles qui maintiennent vivante la capacité de discerner entre le bien et le mal, d'avoir honte lorsqu'elles franchissent des limites importantes
de ressentir une fierté authentique lorsqu'elles agissent avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. La honte saine n'est pas l'ennemi de la liberté, elle en est la gardienne. Sans elle, la liberté devient licence, la tolérance devient complaisance, l'amour devient permissivité destructrice. Et une société qui perd cette gardienne ne devient pas plus libre, elle devient simplement plus chaotique, plus cruelle, plus vide. Avant de nous quitter, pouvez-vous identifier un moment dans votre propre vie où le manque de honte saine vous a conduit à franchir une limite que vous n'auriez pas dû franchir? Si ce message a touché votre cœur, tapez dans les commentaires. Je préfère être impopulaire et intègre. N'oubliez pas de partager ce contenu avec ceux qui ont besoin de retrouver le courage d'avoir des normes morales